Nous revenons sur ce plateau pour la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre Jean-Serge Bokassa. Merci d'être toujours en notre compagnie. Dans une interview le 10 juillet 2018, vous disiez ceci, citation, « Je ne suis pas de la majorité présidentielle ni de l'opposition, encore moins du centre, mais je suis un citoyen et je m'inscris dans cette approche-là. » Fin de citation. Est-ce que ce n'est pas une position ambiguë, ça? Non, ça dépend. C'est vous qui voyez de l'ambiguïté. Oui, mais vous n'êtes pas de l'opposition. Vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle. Vous n'êtes pas centriste. Vous êtes où alors? Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'être de l'opposition? Je vous vois dans la posture, même là, maintenant, dans une posture d'opposant, parce que vous n'êtes pas non, du tout d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'exécutif. Je suis un citoyen libre qui aujourd'hui met en avant les idées qui sont les siennes. Pour peu qu'elles soient contradictoires avec ce qui se fait aujourd'hui, on vous catégorise. Vous savez, le monde a besoin de... Oui, mais il n'y a pas de mal à cela. Le monde a besoin de cela. Oui, mais appartenir à l'opposition, c'est un statut. Je pense que c'est un choix... Ça vous dérange d'être taxé d'opposant ou de mouvancier ou de centriste? Non, du tout. C'est des choix centristes aussi, pareil. C'est un courant idéologique. Il faut savoir se situer. Pour l'instant, je ne pense pas que je sois forcément centriste ou de l'opposition. Vous savez, je pense que c'est vrai que la démocratie, telle qu'on nous l'a portée en Afrique, a apporté un peu cette part de confusion. On a du mal... Confusion, vous avez dit? Je pense que c'est un peu de confusion parce qu'on aime bien... plutôt, je parlerais même de division. Je trouve qu'on a trouvé justement le moyen de nous diviser au travers de ces petits clivages-là. Le Centrafrique, aujourd'hui, a besoin d'un mouvement transcendant, qui ne soit ni celui de la majorité, ni celui de l'opposition, qui soit un mouvement citoyen, qui embrase justement tous ces... Oui, mais avec cette position-là, est-ce que vous n'êtes pas sûr d'embrouiller un peu les gens qui se retrouvent à travers vous? Parce qu'ils veulent aussi... Non, vous savez, l'opposition, je n'ai aucun mal à aller dans le camp de l'opposition, pour peu que celle-ci me convainc. Je vous prends un exemple, par exemple, Khartoum. L'opposition a été partie prenante de Khartoum, puisqu'elle a donné des membres du gouvernement. Oui. Elle a proposé des noms afin que cela puisse constituer le gouvernement. Mais bien entendu que ce n'était pas eux le problème, c'était les groupes rebelles qui étaient le problème. À partir du moment où ils soutiennent quand même quelque chose de très grave, parce que je pense que Khartoum remet quand même en cause, piétine la Constitution, comme je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui. Oui. Khartoum remet en cause notre ordre républicain, Khartoum consacre le consensus est au-dessus de toutes les lois. Dès qu'il y a consensus, et tout le monde se met d'accord, parce que tout le monde y a cru quand même. À partir de ce moment-là, le consensus fait entre qui? Le chef de l'État et les groupes armés, c'est suffisant pour mettre tout le monde... Non, il y avait les partis politiques aussi. Mais les partis politiques avec quel statut? Vous prenez l'accord de Khartoum. Il est établi que les parties prenantes à cet accord sont 1. Le gouvernement, 2. Les groupes armés. Vous voyez l'opposition où? Vous voyez les partis politiques où? Ils n'avaient qu'un statut d'observateur. Ah oui, bon, ils étaient quand même là. Ils auraient pu dénoncer. Ils auraient pu dénoncer en disant nous ne sommes pas solidaires de cela. Mais des forfaitures de cet ordre-là méritent d'être dénoncées. C'est ce que nous faisons. Oui. C'est ce que nous faisons. Nous le dénonçons parce que justement nous ne reconnaissons pas dans cela. On ne peut pas prendre les groupes armés, on ne peut pas circonscrire une dynamique qui se veut nationale entre deux acteurs comme c'est le cas, dans un contexte de démocratie pluraliste. Ce n'est pas possible. Nous allons finir cette émission en parlant de vous. Vous êtes vous, mais vous êtes le fils de votre père. Un père dont la simple évocation du nom suscite commentaire quand même et curiosité. Est-ce que c'est facile de porter le nom Bokassa? Je pense que ça part d'avantages et parfois d'inconvénients, ça son poids de l'histoire. Après, tout dépend de comment vous vous situez par rapport à tout cela. Je crois que... Je me situe par rapport à l'objectivité, du jugement objectif que l'on peut porter. Mais non, je dis même, c'est par rapport, en tant que fils, tout dépend de comment vous vous situez. Moi, personnellement, vous savez, c'est d'abord un père. Après, bon... Vous pouvez pas réunir votre père. Sur le plan de mon engagement politique, je peux avoir un autre regard. C'est en tant que citoyen, mais en tant que fils, je ne jugerai jamais mon père. Je pense que vous pouvez juger ses actions. Oui, il y a des actes qui ont été posés avec lesquels je ne suis pas forcément en phase. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, le mouvement que je porte, avec un grand nombre de compatriotes, est un mouvement qui a pris naissance au travers de l'observation du chaos qu'il y avait en 2013-2014 et qui se construit essentiellement autour de la dignité, et donc la dignité humaine. Parce que nous avons vu et assisté à des exactions et à des atrocités qui nous ont poussés justement à agir, à nous structurer.
et à faire en sorte à créer des conditions d'un éveil de la conscience pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Oui. Et emmener une génération éventuellement à prendre ses responsabilités. Donc, de ce fait, je porte du prix à l'homme. Et donc, ce sont les valeurs que je porte aujourd'hui. Mon défunt père n'a jamais participé à une élection. Moi, je vais aux élections. C'est des générations différentes. Mais quel regard vous portez quand même sur ces actions à la tête de votre pays? Oh, ben, je préférais, du fait justement de ma proximité, du fait de ce lien filial, laisser le soin à mes compatriotes ou à d'autres de porter des jugements sur ce qu'il a fait. Parce que j'entends des choses qui se disent assez souvent. Vous savez, ça c'est peut-être l'élément je voudrais saisir cette tribune pour le rappeler. Il faut quand même retenir que Jean Bedel Bokassa a été celui qui volontairement a accepté de revenir dans son pays, déjouant toutes sortes d'obstacles, parce qu'à l'époque, étant exilé ici en France, on ne le lui permettait pas, on n'acceptait pas qu'il rentre. Il a même été obligé de se voir octroyer des papiers avec un faux nom, et c'est comme ça qu'il est arrivé en République centrafricaine avec femme et enfants. D'où il sera arrêté, traduit en justice et condamné éventuellement. Donc vous voyez, la République centrafricaine, ce n'est pas simplement la République de tous les paradoxes, mais c'est aussi la République du gâchis. Parce qu'un chef d'État qui se voit être jugé, comme ça a été le cas de ce monsieur, qui est venu, et je tiens à rappeler quand même que sur 14 chefs d'accusation, on en a retenu 4 contre lui, éventuellement, mais ça a été un exemple. Il a accepté de venir rendre compte. En tout cas, c'est très bien quand même que vous leviez un coin de voile sur ce côté-là que beaucoup de jeunes, de personnes de la jeune génération ne connaissent pas. Mais il y a quand même ce qu'on dit de l'homme beaucoup. On le traduit comme un homme autoritaire, celui qui s'est autoproclamé président à vie, celui qui s'est sacré empereur en décembre 1977. Et on l'accuse aussi dans des accusations de corruption, de manquement grave aux droits de l'homme. Avec du recul, qu'est-ce que vous dites? Non, mais je le disais tantôt, il s'est rendu à la justice de son pays, il a été jugé. Oui. Donc il y a des faits aujourd'hui qu'on ne lui reconnaît plus. Hein. Il y a des chefs d'accusation qui lui ont été purement et simplement retirés. Donc moi, ce qui a forcé mon admiration, quels que soient les faits qui lui ont été reprochés, c'est le courage d'affronter la justice de son pays. C'est le courage de se rendre à la justice de son pays. Oui, ça, vous l'avez dit. Mais on parle aussi de dilapidation des biens, d'une accumulation, d'une fortune personnelle incalculable. Ben non, vous savez, s'il faut tenir compte de ce qui relève de la justice, hein, le chef d'accusation portant sur le crime économique faisait état de 3 milliards et quelques centaines de millions, dont il devait justement qu'il devait rembourser à l'État. Après, éventuellement, avoir mobilisé des cabinets d'experts comptables, etc., qui ont présenté un bilan de sa gestion. Donc sa période a été auditée et s'est soldée par ce montant-là, 3 milliards et quelques de francs CFA. Il a passé... c'est la justice. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Donc vous avez les faits tels que traduits par la justice et vous avez les procès médiatiques, c'est diamétralement opposé. Alors Jean-Serge Bokassa, comment est-ce que vous voyez l'avenir, votre avenir vous-même, dans votre pays? Comment est-ce que vous le voyez? En l'état actuel des choses, j'avoue que j'ai beaucoup d'inquiétudes. Je pense que aujourd'hui il est important que l'on se rassure véritablement de là où nous allons. Je pense que cette alliance contre nature avec ces groupes armés qui, logiquement, devraient avoir pour but, éventuellement, de nous ramener la paix. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est pour ce qui concerne le pays. Mais vous-même, à titre personnel, comment est-ce que vous voyez votre avenir? Écoutez, je suis dans un engagement, comme je l'ai dit, qui se veut citoyen. Je pense qu'on a... c'est peut-être... voilà, c'est ce qui me distingue un tout petit peu, puisqu'il est question de moi, dans tous les cas aujourd'hui, au sein de ma fratrie, c'est peut-être cet engagement sur le terrain politique ne fait pas forcément de moi un politicien, mais je suis un citoyen engagé. Non, je ne sais pas comment vous faites la nuance, mais moi, je vous assimile parfaitement à un acteur politique. Et de ce fait, j'allais vous demander, pour préciser un peu ma question précédente, comment est-ce que vous voyez 2020 ? 2020, je pense que... Pour votre pays d'abord et pour vous-même à titre personnel. Je pense que 2020 ne doit pas aujourd'hui... on verra ce qu'il en sera de 2020. Je crois qu'il y a plus important. C'est comme ce que vous disiez sur
Ai-je démissionné, n'ai-je pas démissionné? Je crois que ce sont des questions qui me semblent très accessoires. Pas accessoires, hein. Pour ma part. Ça revient de manière récurrente. Je l'assimile même à une faute politique, hein, si je peux me permettre. C'est possible, pour ma part, mais laissons le peuple en juger. C'est le peuple, justement, qui me l'a soufflé. Mais justement, le peuple, dans son sens large, vous savez, beaucoup de personnes pensent parler au nom du peuple. Oui. Mais il faut lui laisser la latitude de pouvoir s'exprimer. Maintenant, répondez à ma question. Votre avenir, 2020, comment est-ce que vous le voyez? 2020 n'est pas une préoccupation. Je pense que la vraie préoccupation, c'est... Pas de langue de bois, M. Bokassa. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. 2020, il y a une élection présidentielle dans votre pays. Oui. Il y a un gouvernement qui est là. Celui qui est là, vous n'êtes pas en audacité avec lui. Vous n'approuvez pas cette manière de redresser votre pays, de conduire votre pays sur le plan de la normalisation. Vous ne pouvez pas quand même vivre votre engagement, rester réfractaire à cela? Non, il faut créer les conditions d'une alternative. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le vouliez ou non, nous agirons de façon à influencer sur le cours des choses. Après, à quel niveau en faisant quoi, par exemple, à quel niveau de responsabilité, justement, c'est des choses qui sont difficiles à définir à partir de maintenant, puisque... Donc l'horizon est flou aussi, je comprends bien. Pas du tout. Pour moi, il est suffisamment clair. Mon engagement est sans faille, mais je pense que l'engagement n'est pas essentiellement porté sur des enjeux d'ordre électoraux, encore moins maintenant. Ma formation politique est en gestation. On est en train de se structurer. Et ce sont des questions qui sont ouvertement débattues. Oui. Parce que c'est la finalité de tout parti politique. Bien sûr, c'est des questions qui sont suffisamment débattues. Donc oui, c'est-à-dire qu'il est évident que le moment venu, si jamais ma base, ma formation décide de faire de moi leur candidat, j'irai aux élections. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Vous pensez que au sein du parti, il y a quelqu'un d'autre qui peut vous faire de l'ombre, c'est ça? Non, pas spécialement ça. Je pense qu'il est peut-être probable. Ce que je voudrais, c'est ne pas laisser les égos prendre le dessus. Ne pas laisser... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à trouver une solution, même si c'est dans une dynamique de groupe, mais qu'on arrive à consentir à des sacrifices qui permettent à ce pays de faire un bond en avant. Je pense qu'on a toujours fonctionné par la mise en avant de nos égos. Chacun veut montrer ce qu'il est capable de faire et d'apporter. Mais l'une des épreuves auxquelles nous oppose cette crise-là, c'est notre capacité à pouvoir nous solidariser, à pouvoir nous mettre ensemble, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire. Et donc, je crois qu'il y a des exemples qu'il faut donner. On essaiera de donner les bons exemples. Mais ceci dit, il n'est pas impossible que... En tout cas, il va falloir que, avant d'en arriver là, que vous réussissiez à dire aux populations pourquoi vous n'avez pas démissionné, que vous soyez resté dans le gouvernement tout avant de débattre. Monsieur Jean-Serge Bokassa, merci beaucoup d'avoir été de notre. Je rappelle à notre téléspectateurs que vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, coordonnateur du mouvement Kodro Timo Kozosi et porte-parole du Fonds uni pour la défense de la nation. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.